Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Pierre, super, merci. Et toi? Écoute, ça va super. Je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Guillaume, t'es un sacré loustic, je dirais. Pas mal de monde t'ont connu dernièrement pour ton record du monde de marathon en arrière. T'as fait ça en 3h25. Pour ceux qui courent un peu, c'est quand même un sacré temps. Euh, T'es fan de sport extrême en général. T'as réalisé 3 Ironman d'un seul coup l'année dernière ou il y a quelques années en traversant la France d'est en ouest. Tu fais 2h33, 32 peut-être au marathon. Et à côté de ça, tu es aussi quelqu'un d'hyper engagé. Je dirais, il y a une grande partie de ta vie qui tourne autour de la transition écologique. Tu es consultant indépendant pour des entreprises, tu réalises des bilans carbone. Tu prends pas ou quasi jamais l'avion, tu te déplaces surtout en train. Euh, Aussi ta nutrition, je dirais, est axée autour de la transition écologique. Si je me trompe pas, ça fait quelques années que tu es vegan. Euh, Guillaume, c'est quoi ta mission de vie? Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur en prépa. En fait, j'ai cubé, donc j'ai redoublé ma deuxième année. Je pense que, enfin voilà, j'aurais pu avoir une école satisfaisante la première année, mais t'es un peu dans le moule et donc on te dit ouais, si t'as pas telle ou telle école, nanana, tu redoubles, etc. Bref. Et en fait, cette année-là, alors que je suis pas extrêmement croyant, voire, enfin voilà, une croyance, je pense, au mieux dans la moyenne. Et en fait, j'allais à la messe tous les dimanches. Je pense que je le voyais plus comme de la méditation. Et en fait, cette année-là, j'ai compris que, euh, franchement, je pense que avec la chance que j'avais et le cadre de vie, un peu ben ouais, un peu ce que les opportunités que m'avait donné la vie, j'avais assez pour être heureux. Et heureux vraiment au sens de bonheur stable, état agréable, durable, long terme, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit bon ben, si jamais je suis profondément heureux, il faut que un peu le bonus, l'extra, il soit orienté vers les autres, parce que sinon c'est un peu trop égoïste. Donc tu vois, au moment où par exemple j'hésitais à me lancer et à devenir à faire que du sport ou que de l'aventure, je me suis dit ben si je le fais et que j'apporte rien à la société, il y a un côté où c'est extrêmement égoïste et j'ai pas envie de faire ça. Donc pour répondre à ta question, même si c'est une première réponse un peu longue, mais je pense que c'est ça, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée à la société. Je pense de la valeur auprès de personnes qui n'ont pas eu cette chance pour essayer de un peu ben, faire en sorte que le plus de monde possible dans la société puisse accéder au bonheur ou s'en rapprocher le plus possible. Hmm. Je pense que ça en fait rêver beaucoup de pouvoir être heureux ou se déclarer heureux à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Ouais, ben, je pense que j'avais de la chance que le thème de philo de cette année-là, c'était le plaisir. Et j'ai vraiment compris du coup la distinction entre désir, besoin. Je me suis pas mal rapproché du stoïcisme à l'époque et j'ai un peu compris que avec l'ascétisme, c'est-à-dire on va dire une espèce de privation volontaire du superflu, on se rapproche du bonheur et que en fait le bonheur on le trouve majoritairement ben, au sein de nous-mêmes. Et donc ben, pour y arriver, il faut autant que possible se défaire de tout ce qui est pas dépendant de notre volonté en fait. Et une fois qu'on fait un peu ce travail, je pense qu'on s'en rapproche énormément. Donc voilà, tout ce qui est un peu désir créé par la société de consommation, ben, on essaye de s'en éloigner parce que bah, en fait, tu peux très bien vivre sans, tu peux très bien être heureux sans. On le voit, hein, il y a plusieurs études dans les différents pays du monde où on voit que quand ils se demandent de se noter à 7 sur 10, même dans des camps de réfugiés, par exemple, il y avait eu cette étude en Afghanistan, ils se donnent à 7 sur 10 alors qu'il y a des personnes de leur famille qui ont été enfin, qui sont décédées les semaines précédentes, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de relatif et on le trouve au sein de nous, quoi. On n'a pas forcément besoin de tous ces éléments de la société de consommation et je pense que ça va pas mal avec le message de la transition écologique, de la sobriété. Et c'est une des grandes forces, je pense, de la transition à venir. Aujourd'hui, on le voit comme une contrainte, mais quand les gens vont commencer à comprendre qu'en fait, ça va apporter davantage de bonheur que la situation actuelle, ça va être hyper puissant et franchement,
j'ai hâte qu'on arrive dans cette société-là de post-transition où, à mon avis, on sera encore plus épanoui qu'aujourd'hui. Ça me fait du bien de ouf de t'entendre de t'entendre dire que tu as la croyance que la sobriété, c'est ce qui rend les gens plus heureux. Parfois, quand on me demande d'expliquer un peu qu'est-ce qui fait que je fais ce métier-là, et parfois je fais une petite comparaison avec la transition écologique en disant que la planète, elle n'est pas à sauver, mais qu'il faut d'abord sauver les hommes parce qu'à mes yeux, c'est nous qui la détruisons. Enfin, je pense que c'est factuel. Et 100%. pour moi, le coaching, c'est vraiment une manière de se reconnecter à ce qui nous rend vraiment heureux. Euh, et ça me fait du bien de l'entendre des mots de quelqu'un qui dédie toute sa vie à ça, en tout cas une grande partie. Euh, donc du coup, la transition écologique en particulier, t'es tombé comment dedans, toi? Elle s'est fait en prépa directement ou il y a eu un événement particulier? Euh, C'était en école, je pense, ça a été. Euh, En prépa et même en début d'école, j'étais un peu le profil classique je pense, euh, je vais peut-être, ouais, je vais essayer de pas aller trop dans le polémique, mais de l'homme blanc qui croit un peu tout savoir, à qui tout lui est un peu dû et qui a beaucoup d'avantages et de facilités dans la vie. Et du coup, je pense que petit à petit, j'ai pris conscience de ces choses-là et j'ai essayé de progresser sur ces choses-là pour toujours un peu essayer de rééquilibrer euh, ces situations-là. Euh, Est venue la transition écologique, ben, notamment par une personne en particulier qui m'a pas mal, excuse-moi, marqué en école, qui m'a fait comprendre ces enjeux-là. Je pense sur, par exemple, le côté alimentaire, le film Netflix Cowspiracy, euh, Mhm. où là, voilà, je pense le documentaire reprend un peu tous les éléments possibles sur la nutrition, les décrypte, et il y en a forcément un qui nous fait un peu plus écho que l'autre. Moi, je commençais à m'intéresser au sujet carbone, et donc là, je vois que en fait, ben voilà, si je veux réduire mon empreinte, c'est ça. Et donc je me dis bon bah go. Et ben vu que je fais un peu tout avec passion, une fois que je me suis mis dedans, ben, je m'y suis mis dedans à 100%, je pense. Et j'avais prévu de faire, tu vois, mon dernier sushi, mon dernier kebab, etc. J'ai même pas eu le temps. Je me suis un peu fait prendre de court par mes convictions, je pense, et j'ai sauté tout ça. J'avais prévu que ce soit une résolution, et au final, je crois que même en novembre, j'avais arrêté. Donc voilà, je pense que j'ai passé le pas. Et après, en fait, c'est au fur et à mesure sur certains trucs, tu vois, sur par exemple, plus prendre l'avion, bah, tu continues à prendre l'avion, et puis les gens se mettent un peu face à tes propres contradictions, et au début, bah oui, ça fait un peu culpabiliser, mais en même temps, aujourd'hui, je les remercie parce que bah, c'est ce qui m'a permis de progresser. Donc, il y a un peu l'équilibre à trouver sur comment est-ce que tu présentes ça aux personnes de manière bienveillante aussi. Je pense que c'est important. Et voilà, sur les différents sujets. Mais aujourd'hui, je suis encore loin d'être parfait. J'ai encore trop de déchets. Enfin, voilà, il y a encore des sujets sur lesquels je veux travailler. Le sujet de la banque éthique, je suis pas encore satisfait de mon engagement vis-à-vis de ma banque, etc. Voilà, je suis pas encore parfait, et c'est pas grave, et on évolue tous et toutes à notre vitesse, et tant que je pense on avance, et tant que on essaye de faire un peu notre possible, c'est-à-dire un peu sans enfouir sous le tapis nos problèmes, mais en ayant conscience et en essayant de prioriser un peu et d'avancer, euh, c'est essentiel. Hmm. Je t'utilise du coup un peu pour ton expertise là-dedans. On parle pas mal d'ordre de grandeur dans Ouais. la transition écologique en disant qu'il y a que des petites actions qui ont peu d'impact, c'est peut-être pas les plus importantes. C'est quoi ce que tu pourrais conseiller pour commencer comme petites actions qui ont beaucoup d'impact pour un homme comme moi ou pour des gens qui souhaiteraient avoir un pied un peu plus important que celui qu'ils ont aujourd'hui dans la transition écologique. Yes. Alors, ben, le premier truc, peut-être, ça peut être de faire j'allais dire, de faire son empreinte carbone, son bilan carbone. Juste avant de commencer sur les sujets carbone, peut-être un rappel qui, pour moi, est hyper important. Les sujets carbone, ça touche au sujet du climat. Mais le climat, c'est une des 9 frontières planétaires enfin, qui existent pour que l'homme avec un grand H vive
dans un monde, on va dire, stable et dans lequel on maîtrise à peu près les conséquences. Sur les autres 9, il y a le cycle de l'eau, la quantité, la biodiversité par exemple, la quantité de phosphate, etc. Enfin, la couche d'ozone en est une aussi. Et d'ailleurs, on l'avait dépassé, maintenant on est en train de revenir dedans. Bref. Donc là, si on se concentre juste sur le climat, et donc c'est pour ça que je fais un peu ce rappel, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a par exemple la biodiversité. Donc si par exemple tu hésites entre du bio ou pas du bio, bah, le bio souvent pour le climat, c'est-à-dire en termes carbone, c'est à peu près kiff-kiff avec du pas bio. Mais côté biodiversité, bah, ça change tout. Donc c'est pour ça que voilà, c'est le climat, c'est pas le seul, c'est pas le Mmh. seul point qu'il faut avoir en tête. Pour ça, bah, tu as la fresque des frontières planétaires qui t'explique un peu les 9 frontières, et tu as la fresque du climat qui t'explique juste le climat. Et donc voilà, c'est des ateliers où on peut s'inscrire en ligne. Il y a plein d'ateliers. Donc ça, c'est top. Et pour parler du coup ben, un peu climat carbone, parce que ben, moi c'est mon métier d'aider les entreprises sur le sujet climat, donc sur le sujet des carbone et du bilan carbone. Et là, donc pour répondre à ta question sur ce qu'on peut faire, donc évidemment côté biodiversité, on peut par exemple se rapprocher de l'ONF ou de j'allais dire la L214, mais je pensais plutôt à la LPO par exemple aussi, qui fait pas mal de choses pour les oiseaux notamment, qui a pas mal de petites actions qui sont réalisables par chaque citoyen. Et d'un point de vue carbone, nous, enfin, le français ou la française moyenne est à 10 tonnes. 10 tonnes équivalent CO2. Sur ces 10 tonnes, tu en as deux qui sont pour ta voiture. En gros, majoritairement, c'est les déplacements domicile-travail. Et c'est le plus gros poste, en fait. Le deuxième plus gros poste, c'est la viande, la consommation de viande, tout simplement. Et là, on est à quasiment 1 tonne. C'est à peu près à égalité avec le chauffage au gaz ou au fioul. Donc, si tu veux, les trois grosses actions, on va dire, à faire, c'est d'éviter de prendre la voiture pour aller au travail, à l'école ou autre, d'arrêter la viande et bon, de se chauffer au gaz, c'est un petit peu difficile. Faut faire des travaux pour passer à l'électrique, etc. Donc, si tu veux, ça fait un peu mal de le dire, mais les deux premières actions, c'est prends ton vélo et deviens végétarien, quoi. Voilà Mmh. pour. C'est peut-être un peu gros, mais donc du coup sur les petites actions qu'on peut faire, ça peut peut-être être de commencer si on mange tous les jours de la viande, bah, de réduire de 1 jour, puis aller dans 2 mois de réduire de 2 jours, et enfin voilà de réduire au fur et à mesure. Et pareil pour la voiture, de se dire bah allez, j'essaye pendant tout l'été, ou j'essaye voilà pendant une semaine au mois de mai, voilà en y allant petit à petit, je pense que ça peut marcher. Il y a des personnes qui sont passionnées et qui vont à fond à 100%, et tant mieux. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin voilà, de plusieurs étapes. Donc ça peut être cool. Essayer d'impliquer des personnes dedans aussi, c'est toujours un moteur quand on essaye de faire des choses ensemble. Ça aide vachement. Mmh. Écoute, merci beaucoup déjà. J'aime beaucoup la différence que tu fais, qui doit être connue, mais que moi que je connaissais pas. J'entendais souvent du coup de climat et de carbone, beaucoup moins de la fresque des 9 planètes. Je connaissais bien la fresque du climat. Mm. Je vais m'intéresser, je vais mettre pas mal de liens en description pour ceux qui veulent creuser un peu tout ça. Ouais. Guillaume, je viens de finir un bouquin qui s'appelle Impact de Olivier Norek. Tu en as peut-être déjà entendu parler. euh, dans lequel grosso modo, c'est un roman, euh, et c'est un roman un peu polar, je dirais. Euh, et grosso modo, Olivier Norek, qui est un ancien de la gendarmerie, euh, remet vachement en cause dans son bouquin, évidemment, les entreprises. Les entreprises, donc, nous, êtres humains, on a évidemment l'impact qu'on peut avoir à notre échelle. Toi, l'impact des entreprises, tu le vois de tous les jours, je dirais, au travers de ton métier. Comment est-ce que tu vois, c'est quoi la tendance un peu que tu peux observer aujourd'hui dans les entreprises que tu accompagnes? Mm. Je pense comme toute société en transition, t'as un peu les trois cas. Allez, je dirais même quatre. Et d'ailleurs, je fais une petite infographie à ce sujet sur les 30 bilans carbone, les 30 premiers bilans carbone que j'ai réalisés, quelles étaient les raisons pour lesquelles ils les ont fait. Voilà. Donc, tu as les entreprises qui sont à la ramasse. Tu as les entreprises qui ont les dirigeants ou dirigeantes sont climato-sceptiques. D'ailleurs, en général, c'est plutôt les dirigeants qui sont climato-sceptiques. Ils comprennent pas trop, c'est un truc de jeunes, c'est voilà, ils nous saoulent, etc. Enfin, c'est bon, on est libre, on fait ce qu'on veut, etc. Très bien, ok. On verra si tu es encore là dans 15 ans, si ta boîte marche aussi bien. Perso, j'en doute.
Tu as les entreprises qui commencent à s'y mettre. Tu en as qui sont poussées par la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation commence en France à aller dans le bon sens petit à petit, vraiment petit à petit, et pas assez vite, mais commence à aller dans le bon sens. Il y a quelques signaux positifs. Tu as les entreprises, et ça, franchement, j'en vois de plus en plus. Et c'est souvent des boîtes jeunes, des dirigeants et des dirigeantes de allez, moins de 40 ans, euh, qui ont compris les enjeux, qui ont écouté les scientifiques, qui savent ce que c'est que le GIEC et qui ont cette humilité de se dire, ok, ben le monde tel que je le voyais avant était pas forcément, j'avais pas forcément toute la vérité, et donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir un impact positif. Euh, et ça, voilà, j'en vois très sincèrement de plus en plus sur un truc comme le bilan carbone, c'est-à-dire qui euh, ça t'apporte pas de l'argent. Tu vas pas faire un bilan carbone et derrière tes ventes vont doubler, tu vois. C'est pas une campagne de marketing, etc. C'est vraiment comprendre quel est son impact pour l'avenir. Et si tu veux, ça pour moi, c'est la vraie marque de est-ce que les entreprises sont motivées ou pas. Alors, quand je dis bilan carbone, c'est la partie comptabilisation des émissions, mais aussi le plan d'action derrière. Un bilan carbone, ça vient toujours avec un Ah, plan ok, d'action trop bien. derrière. C'est la question que je me posais. Exactement, Ok. exactement. Je pense que tout consultant ou consultante sérieuse ferait jamais un bilan carbone sans plan d'action derrière. Enfin, ça fait vraiment partie du package. Enfin, voilà. Et les entreprises qui me demandent, oui, oui, faites-nous juste l'empreinte, le plan d'action, on le fera nous-mêmes. Non. Enfin, voilà. Parce que après, derrière, les boîtes font rien, etc. Donc il y a vraiment cette partie plan d'action qui est absolument nécessaire. Et on en voit de plus en plus. Et donc vraiment, je trouve qu'il y a une tendance de fond sur la nouvelle génération qui est en train d'aller dans la bonne direction. Euh, je dirais que la grosse majorité ont besoin quand même d'être aiguillés, et c'est tant mieux, tu vois, parce que bah, clairement, on ne demande pas à toutes les entreprises du tourisme, de l'industrie, de trucs, d'être des experts en climat. On leur demande juste on va dire, faire le taf et faire le nécessaire en matière de climat, d'écologie. Et c'est normal que leur expertise se situe ailleurs, heureusement. Et donc, elles ont besoin d'être aiguillées, et c'est pour ça que je pense que des personnes comme moi sont là. Hmm. Est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau et même ultra endurant extrême, je cherche encore mes mots, tu as vu une évolution euh, au- au- ces 10 dernières années dans les endroits dans lesquels tu cours, dans la biodiversité que tu traverses? Euh, Ouais, alors je l'ai plus vu en tant qu'organisateur que en tant que participant. Je le vois quand même dans le Vercors par exemple, où quand j'étais petit, on avait de la neige tous les hivers, et là tu vois, donc on est à 1000 mètres d'altitude dans le Vercors. C'est là où je passe la moitié de mon année en général. Et là, euh, j'ai skié une fois cette année, tu vois, en ski de fond. Euh, bon, j'ai eu un coup de malchance parce que malchance parce que je suis parti une semaine ailleurs, je sais plus, peut-être sur Paris pour une mission ou un truc comme ça, et c'était la semaine où il a beaucoup neigé. Donc, allez, j'aurais pu skier si j'avais skié tous les jours cette fois-là, j'aurais pu skier, voilà, peut-être une petite dizaine de fois, mais une petite dizaine de fois, quoi. Tu vois, enfin, voilà, donc je le vois sur ces parties-là. Là où je le vois un petit peu plus, c'est il y a quelques années, il y a quelques années, il y a un an et demi, on a monté euh, une aventure qui s'appelle la Poco Loco, qui est un peu, c'était un peu notre territoire d'expérimentation, un projet d'expérimentation pour construire une course, un événement sportif, enfin une organisation qui un peu pourrait créer les nouveaux standards de ce que serait un événement sportif, et qui puisse, on va dire, être compatible, voilà, je cherchais le mot, avec le monde de demain. Et dans ces règles-là, on a interdit la venue en avion. Et au début, Hmm. franchement, on a eu peur, hein. On s'est dit, voilà, bon, on tente le truc. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus un avantage compétitif que quelque chose de limitant. Waouh. C'est-à-dire que les gens, ils viennent à l'Apocolo, entre autres, hein, voilà, entre plein de raisons, mais
il y a des gens qui viennent à la Poco Loco et qui sont contents de venir à la Poco Loco parce que c'est l'événement qui a interdit l'avion, tu vois. C'est un peu un manifeste et ils le disent autour d'eux, j'ai participé à l'aventure qui interdit les avions, etc. Et tu vois, c'est en train de devenir une force. Et dans ce genre de situation, bah ouais, je le vois vraiment euh, que le monde est en train de changer, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que Hmm. je sais qu'aujourd'hui on représente une minorité, mais je sais que l'effet bascule, il est quasiment là, quoi. L'effet bascule, c'est le moment où en gros d'une minorité, ça se normalise et la majorité de la population reprend ses habitudes et ses normes sociales. On est plus très loin, quoi, tu vois. Hmm. Je vois un physio à Barcelone qui est hollandais et je le trouve génial. Il est très bon parce que euh, il accompagnait les athlètes olympiques aux Pays-Bas de triathlon, etc. Enfin, de sprint, je sais plus trop quoi. Et la première fois que je suis venu le voir, j'avais des problèmes de genoux depuis des années. Il m'a posé cette question, mais pourquoi tu cours? Il me dit Mm. d'ailleurs à chaque fois que je vois un athlète, un triathlète de haut niveau, je pose la question, mais pourquoi tu fais ce que tu fais, quoi? Euh, Guillaume, pourquoi tu fais ces défis? Pourquoi Ouais. qu'est-ce que tu viens chercher dans, dans, dans ces sports extrêmes? C'est vraiment une bonne question qui, pour moi, fait vachement écho avec ben, un peu mon actualité. Parce que du coup, bah, là, j'ai fini, comme tu le disais, le marathon en arrière, où là, c'était pour le coup plus un pari avec un pote, donc vraiment pour rigoler. Là, même si je voulais un peu par nature toujours y mettre un sens et essayer de pousser deux, trois messages, et je l'ai fait dans deux, trois médias. Mais voilà, pour être 100% honnête, là, c'était vraiment pour rigoler. Mes défis précédents, c'était pour montrer en même temps, en fait, en même temps que je les faisais, tu parlais du triple Ironman où j'allais de l'est de la France en ouest. Le but, c'était au fur et à mesure de ce parcours, je montrais les différents paysages par lesquels on passait. Un mois avant le marathon, en arrière, j'ai fait la traversée des 12 régions de France à vélo, un peu en objectif record parce que ça n'avait pas encore été fait. Et là, en fait, tout au long de notre parcours, ben, on montrait voilà, les différents villages, les différents points de vue, le paysage qui changeait, la beauté du territoire. On passait par tu vois, des villes comme le Puy-en-Velay, qui pour moi est une des villes les plus sous-cotées en France parce que c'est une ville absolument magnifique. Et j'ai demandé en sondage, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça ouf ou pas? Et les gens étaient à fond derrière. Et derrière, je demande, mais combien en fait d'entre vous sont allés au Puy-en-Velay? Et t'en as quasi personne. Parce que ben ouais, on préfère aller, je sais pas, je cherche le nom des îles en Grèce ou à Ibiza ou j'en sais rien, parce qu'on trouve ça ouf, alors on a des endroits sublimes en France aussi. Donc il y a ces messages-là que j'ai envie de faire passer. Le pourquoi, c'est un peu le pourquoi des défis. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessairement lié à envie de faire passer aussi des messages d'écologie, de solidarité, de bienveillance collective, mais en douce. Je pense que ça, c'est un des déclics que j'ai maintenant. Je comprends que si jamais tu vas frontal et que tu dis voilà, soit agressif, soit même direct, bah tu es moins percutant que juste en fait en faisant kiffer un voyage euh, l'air de rien, mais qu'en fait ben tout au long de ton voyage, tu as montré que tu t'es nourri avec des trucs véganes, avec des trucs locaux, uniquement avec des légumes, que tu as rencontré voilà des personnes à droite à gauche, que tu as échangé, que tu as créé du convivial, que au final tu as émis extrêmement peu et donc que tu es compatible avec le monde de demain, si tu le glisses en douce, je pense que ça marche bien mieux. Et aujourd'hui, je bosse pas mal sur tout ce qui est nouveaux imaginaires. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui, je pense, t'intéresserait particulièrement. Il y a une fresque, moi, c'est en ce moment, c'est ma préférée, c'est la fresque des nouveaux récits, où on comprend ben, comment Mhm. est-ce qu'on a construit une norme sociale actuelle. On se rend compte qu'en fait, on est capable de les déconstruire. Et on se rend compte, à travers la création d'un récit, donc quelque chose qui de base est de l'imaginaire et de la fiction, en l'écrivant, en le mettant sur papier, on se rend compte qu'en fait, bah, il est tout à fait accessible et possible. Et donc là, ça te donne une force, mais incroyable, pour te mettre à l'écologie. Et mon but, c'est un peu de faire ça, c'est-à-dire de construire bah, des nouveaux imaginaires, de montrer d'autres voies, plutôt que bah, ouais, d'aller faire les champions du monde d'Ironman à Hawaï. C'est vrai que ça me ferait kiffer hein, pour la gloire, le titre de j'ai été à Hawaï pour les championnats du monde machin. Tu vois, franchement, j'ai fait le triple Ironman à travers la France. J'en suis 1000 fois plus heureux.
que si j'étais allé à Hawaï, quoi. Donc voilà. On a besoin, je pense, de un peu d'exemples. J'ai un peu de mal à le dire parce que voilà, un peu par humilité, parce que je sais pas si je suis un exemple ou quoi que ce soit, mais on a besoin en tout cas d'idées. Voilà, c'est plus ça, d'exemples d'idées, de choses à faire pour s'épanouir. Et vu que on a toutes les idées qu'on nous a balancées, c'est escapade, évasion à l'autre bout de la planète, croisière, machin truc, et ben forcément on a répliqué ça, tu vois, parce que ça a l'air désirable. Et il y a tout ça qui est à déconstruire et à reconstruire. Donc on va dire, ma mission, mon pourquoi, c'est reconstruire ça dans ce qui pour moi est hyper important, c'est-à-dire le loisir. Et donc parce que il est important pour moi parce qu'il y a ce levier psychologique et donc qui est hyper challengeant, hyper stimulant. Et donc c'est dans le sport, c'est dans l'événementiel, dans le tourisme, un peu ces trois trucs là qui sont aussi mes passions parce que je pense que je suis un grand gamin. Donc voilà, ça Mmh. ça fait un pourquoi assez puissant et c'est ce qui me pousse aussi dans mes prochains défis où je me dis bah voilà, en fait tu vois, je vais te donner un exemple bête. Je sais pas si ce sera mon prochain objectif, parce que je suis en train de vraiment de me poser la question du pourquoi justement. J'ai regardé et faire traverser tous les pays d'Europe à vélo, ça fait 10 000 kilomètres. Donc je pense qu'en une quarantaine de jours, je pourrais y arriver. Ça ferait un nouveau record. Et je me dis, ben, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie ou est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai encore plus envie, tu vois? Et quand je réussis ces objectifs-là, souvent, au moment où je me rends compte que j'ai réussi, je me mets à pleurer de bonheur et c'est vraiment ces larmes-là que je vais chercher dans chacun de mes défis. C'est les moments mais de plénitude et de joie ultime, quoi. C'est c'est ça mes défis, c'est ça, quoi. C'est le message et la joie ultime. Mmh. J'adore, tu réponds à mes questions les unes après les autres. Je voulais justement qu'on parle de ces pleurs que moi j'ai déjà connus une fois en faisant un trail de 21 kilomètres et j'étais aussi hyper curieux de tes prochains défis et Mmh. de ce que j'entends. C'est une possibilité, ça va se passer, c'est 10 000 kilomètres à travers l'Europe. C'est C'est ouais, quoi c'est enfin, c'est une le prochain possibilité, c'est défi une là? possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Hem, une nouvelle fois, je pense que sur un truc comme ça qui dure 40 jours, il faut vraiment que tu te demandes pourquoi, tu vois? Parce que 40 jours, c'est quand même long. Si je le fais, j'aimerais bien le faire, tu vois, enfin, je sens que mes défis, ils prennent un peu de plus en plus d'envergure. Hem Et j'aimerais bien qu'ils prennent encore plus d'envergure parce que bon, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Et donc, tu vois, je me dis, ben, autant rentabiliser l'énergie que je donne on va dire, essayant de maximiser la visibilité et la porteur, tu vois, de ces messages-là, vu l'énergie et l'investissement que je mets dedans. Et après, pour les larmes de bonheur, je repense à un autre truc qui pour moi, ben, change ma vie. Euh, Quand j'ai fait, ben, tu vois, c'est un truc con, mais ça a commencé avec mon premier triathlon Ironman et enfin de distance Ironman, et c'est les mêmes larmes que celui du triple Ironman. Donc, et je pense que c'est les mêmes larmes que celui de ton trail. C'est-à-dire, ça dépend pas forcément de la taille de l'effort, etc. Ça dépend vraiment juste de à quel point est-ce que pour toi c'est difficile. Et sur cette histoire de larmes, moi, ce que je vais chercher, c'est des défis où en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais je vais chercher des défis où je me dis, j'ai 10% de chance d'y arriver. Parce que je pense que 10%, ça veut dire, je connais quelqu'un qui a réussi un peu un truc comme ça, ou j'ai lu quelqu'un qui a fait ça. Euh, bon, de base, là, tu me demandes de le faire, c'est sûr que c'est impossible, mais je me dis, peut-être qu'il y a une part de chance que j'y arrive. Et en fait, une fois que tu as réussi ce défi-là, une fois que tu te rends compte que ça y est, tu vas le faire, et je pense que c'est ça tes larmes de ton trail aussi, c'est que tu te dis, wow, mais en fait, le truc, enfin, je pensais jamais que j'allais pouvoir le faire. Et en fait, ben, je suis en train de le réussir. Et là, mais c'est la meilleure sensation du monde. Et vu qu'en sport, c'est extrêmement tangible, moi, ça m'a permis de comprendre que des trucs, une fois que tu franchis la ligne d'arrivée et que tu prends du recul, tu te dis, mais quelque chose qu'en fait, je pensais impossible, et ben finalement, j'y arrive et la barrière en fait que je me suis mis, elle est juste mentale et c'est une projection aussi des autres sur toi, tu vois. Et ça, une fois que tu l'as compris, l'avantage c'est que dans le sport c'est hyper tangible, c'est-à-dire tu as franchi la ligne d'arrivée, tu as réussi, et ben tu peux l'appliquer dans tout, tu vois, dans le monde pro, dans le monde perso. Et donc moi, dans mon monde perso, par exemple, c'était j'ai envie de pouvoir travailler en short t-shirt
et de pouvoir travailler n'importe où dans le monde ou en Europe, tu vois. Et je pense que j'aurais jamais réussi sans mes réussites en sport, parce que j'aurais pas eu cette confiance de me dire, en fait, tout est possible, tu vois. Si jamais tu vas aller chercher un Hmm. poste, même dans ton taf, etc., mets-toi un défi sportif sur un 10 km, sur un marathon, sur un semi-marathon, sur ce que tu veux, un truc qui te semble 10% de chance possible. Donne-toi les moyens, parce que c'est ça le plus important, c'est de se donner les moyens, de se mettre une stratégie, etc. pour y arriver. Et une fois que tu auras réussi, rends-toi compte que ce que tu pensais être impossible, tu as réussi. Et tu verras que c'est la même chose dans le monde perso, dans le monde pro, quand tu es face à la maladie, quand tu es face à plein de trucs. Voilà. C'est pour ça que je trouve que le sport est hyper, hyper puissant comme levier d'action pour tout le reste de la vie, quoi. Hmm. Tu dis donne-toi les moyens. Tout de suite, j'ai le mot discipline, moi, qui me vient Ouais. en tête. J'ai le mot discipline et routine. C'est quoi un peu toi tes routines d'entraînement, par exemple, en janvier? Je pense que c'est janvier, c'est ça, ce pari fou un peu de faire le Ouais. marathon en arrière. C'était quoi un peu tes routines d'entraînement et on parlera peut-être Euh, ensuite de discipline. Ouais, bon, je m'entraîne tous les jours. Ça, franchement, c'est quand même une exception quand je vais pas faire de sport. J'aimerais bien être à 2 entraînements par jour, tu vois. C'est un peu là où je vois que bon, je suis encore quand même en toute honnêteté un peu un sportif rigolo, voilà, par rapport À à gringaler. ouais. Et puis non, un je manque de niveau par rapport à des gens qui aujourd'hui en font leur vie, tu vois. Ils sont tous à deux, les triathlètes, 3 entraînements par jour, tu vois. Donc ouais, c'est minimum un entraînement par jour. En fonction du coup des objectifs que je vais me mettre, je vais être entre, je pense, 10 et sur des ultra-cyclismes où le vélo, du coup, là, ça demande beaucoup plus de temps. Je vais être à 25 heures, je pense, d'entraînement par semaine, les grosses semaines, quoi, parce que bah, le samedi et le dimanche, bah, poum, tu pars le samedi matin, tu rentres le dimanche soir, quoi, et t'as roulé tout le week-end. Donc voilà, ouais, ouais, même plus de 25 heures. Donc ouais, ouais, ça s'accumule vite pour les heures. Après, voilà, avec mon taf à côté, j'ai cet avantage de pouvoir être un petit peu flexible, peut-être pas autant que je le souhaiterais. Tu vois, je fais des horaires un peu classiques, hein, du 9-10 heures jusqu'à 18. Parfois, moi, j'ai pas trop de problème à travailler tard le soir, donc parfois ça dure jusqu'à minuit. Je suis plutôt du soir que du matin. Voilà, j'essaye de m'organiser à l'avance. Je mets tout en termes de routine et de gestion, un peu de méthodologie. Je mets tout sur mon Google Calendar. Dès que tu vois, j'ai une mission à faire, un petit truc, une petite tâche, ben voilà, je me réserve le créneau dans mon calendrier. Et ça me permet en fait de pouvoir gérer ma semaine comme ça. Et au moins, je sais que bah, je dépasse pas en termes de gestion de temps par rapport à le temps dont j'ai besoin. Hmm. T'as jamais eu la flemme de sortir de chez toi? Tu vois qu'il pleut? Ouais. Alors, bah, il y a 2 cas de figure. 1er cas, je suis vraiment, dans le vif de ma préparation chaque entraînement est vraiment hyper important. En gros, 80 de tes entraînements, sur, de la prépa marathon, par exemple, ça va être des entraînements tranquilles, ce qu'on appelle endurance fondamentale ou aéro. En fait, ils sont hyper importants pour la récup, pour, mettre des bornes et cetera. Bah, là, tu pas le choix, il pleut, ben, tu vas. Il neige, tu vas. Il neige et t'as pas de route pour courir, ben, tu vas quand même. Et sinon, tu vois, là, par exemple, en ce moment, j'ai pas d'objectif précis en tête, mais j'anticipe parce que je sais que mon corps, après une coupure, là, j'ai fait 2 semaines de coupure, je sais que il va avoir besoin de 2 semaines, je pense, pour revenir en bon état de forme. J'ai pas d'objectif, mais j'anticipe ces 2 semaines-là pour que, bah voilà, si ça se trouve dans 2 semaines, j'aurai trouvé mon objectif et je pourrais, boum, déjà mettre la préparation plutôt que d'avoir 2 semaines hyper relou où je sens que mon corps, j'ai l'impression d'avoir pris 30 kilos, les genoux rouillés, etc. Quoi. Donc, ouais, ouais. À ce moment-là, si j'ai la flemme vraiment, ben, tu sais quoi, j'y vais pas, hein, c'est pas grave, hein, je vais pas mourir. Hmm. Mais du coup, j'aime bien, parce que premièrement, ça me rassure de savoir que parfois t'as la flemme, que parfois tu Ouais, craques et t'y vas pas. Dieu bien sûr. merci, t'es humain. Mais j'imagine qu'il y a quand même la majorité, on fait pas de façon, on peut pas être un flemmard fini et je pense faire quand même, avoir quand même des résultats comme ça.
tu vas chercher quoi comme ressource pour trouver l'énergie pour y aller quand t'en as pas envie? Ouais. Alors je pensais à si tu me permets ce petit aparté, je pensais Ouais, à un autre truc qui, je pense, moi, me marque vachement et un peu une de mes valeurs. Et d'ailleurs, souvent dans les valeurs, on te dit, pour un peu trouver pour t'aider à trouver tes valeurs, on te dit qu'est-ce que tu détestes le plus chez les autres. Et moi, c'est peut-être justement ben, les personnes qui vont en rester au statu quo et pas forcément chercher à s'améliorer, etc. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie. Je pense que c'est parce que bah voilà, j'ai vu et j'ai fait plein de trucs déjà dans la vie et du coup, tu vois, quand je vois une journée, pour moi, c'est je sais pas, 24 heures d'opportunité de faire plein de trucs, de découvrir plein de trucs, etc. Et je pense qu'une de mes phrases préférées, c'est on dormira dans notre cercueil, tu vois. Enfin, c'est vraiment pouvoir profiter, mais au maximum, au maximum, au maximum, parce que bah, le temps comme ressource est hyper limité, et donc du coup, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs. Et ça, déjà, si tu as un peu cette motivation et cette un peu envie de la vie, euh, c'est déjà un moteur considérable, tu vois. Et ça, je sais que bah il y a des personnes qui l'ont pas forcément. Et donc là, c'est peut-être un petit peu, je sais pas si c'est génétique ou psychologique ou autre, mais c'est vrai que ben déjà c'est un petit peu différent, tu vois. Est-ce que c'est parce que les personnes ne sont pas s'émerveillent pas comme moi je m'émerveille de la vie. J'ai un petit peu une éducation américaine puisque j'étais pas mal en école internationale, donc je sais que par exemple par rapport à mes potes français je m'émerveille vachement plus qu'eux. Je peux, voilà, tu vois, je peux contempler et être expressif et dire waouh, mais c'est merveilleux, etc. Un petit peu plus voilà que certains de mes potes. Donc ouais. Et sur ce, j'en ai oublié ta question. Je suis désolé. non, mais tu as répondu. L'objectif, c'était un peu de mieux comprendre comment est-ce que tu arrives à y aller quand t'en as pas envie. Je pense que pour beaucoup Mm. d'entre nous, Ouais, bah c'est du coup tellement un c'est sujet ça. d'actualité. De toute façon, on parle de Mm. discipline mentale. D'ailleurs, j'imagine que la réponse est un peu la même euh, pour le mental ou à toi de me dire. C'est le pourquoi, hein. Ouais. La réponse, c'est le C'est le pourquoi aussi, pourquoi, c'est le why. bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair, hein. Si, tu vois, c'est aussi pour ça que je me dis, là, le projet en Europe, ça mérite pour moi au moins une semaine de questionnement de est-ce que mon pourquoi est assez puissant, tu vois. Parce que si c'est 40 jours, c'est 40 jours sur le vélo, qui vente, qui neige, qui pleuve. Et je vais probablement me taper des jours où pendant toute la journée, je vais avoir le vent de face, ou ça se trouve pendant toute une semaine. Je vais avoir des jours où ça se trouve pendant 10 jours de suite, je vais me taper la pluie. Enfin, faut vraiment en avoir envie et faut suffisamment se poser le pourquoi, tu vois. Et si jamais t'as pas assez de pourquoi, Ouais. ça sert à rien de te lancer dans une prépa UTMB si jamais au final ton pourquoi c'est juste pouvoir le raconter aux collègues lundi. Euh, Franchement, tu vas te lancer dans la prépa et puis au bout d'un mois, tu vas sauter quoi. Mm. UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, si je me trompe pas. Ouais, excuse-moi. C'est Ouais. ça. T'as raison. Non, non, je précise au cas où. Euh, mais du coup, c'est aussi tellement d'actualité ce pourquoi. Tout à l'heure, tu disais, est-ce que j'en ai Mm, vraiment envie? mm. On se les pose tous ces questions-là. T'as des gens qui ont un boulot et tout le monde leur relant la vie d'indépendant. Il y en a d'autres qui sont indépendants et qui à côté de ça en chient. Comment tu fais toi pour tu dis ça va me prendre au moins 10 jours pour me poser ces questions. T'as un process particulier pour te connecter à toi-même, pour sentir? Déjà, tous les défis qu'on fait, je les fais avec Constance, ma fiancée. Et donc, ouais, d'ailleurs, ils sont sur notre page Kokogi Challenge sur Insta et Facebook, le KOKOGI Challenge. En Mais description, je le mettrai en description. ouais, c'est sympa. Euh, et en gros, je pense que tu vois, sur les 10 jours, 90% du truc, c'est de la discussion avec elle et un peu des allers-retours, de voir si, parce que c'est pas est-ce que moi j'en ai envie, c'est est-ce qu'on en a envie ensemble, tu vois, c'est des projets communs à chaque fois. Hmm. Euh, c'est trouver notre équilibre dans ces défis, qu'est-ce qu'on a envie d'en sortir, etc. Et donc, ouais, ouais, euh, on n'a pas de process, j'ai pas de, tu vois, de questions telle étape, telle étape, telle étape. Mais c'est, je pense, un peu de visualisation et c'est un peu le taf d'ailleurs de la préparation mentale. Hein, c'est de la visualisation, de l'anticipation, de la projection, en se disant, ben
je sais à peu près à quoi ressemblent les moments les plus difficiles pour avoir fait un petit peu d'ultra. Et donc, bah, dans ces moments-là, vraiment où ben, pendant toute la matinée, je vais être en train de pleurer, euh, il va falloir que tu puisses te raccrocher à ce why, à ce pourquoi. Et donc, du coup, est-ce que c'est suffisamment puissant? C'est un peu ça la question, tu vois. Et tu sais, c'est un peu, on a tous des métiers de rêve, etc. Ben, souvent, enfin, moi, je pense que ce que j'insiste, c'est de se poser la question de, OK, c'est quoi les tâches les plus reloues dans ce job de rêve? Et est-ce que je suis prêt, dans ces moments-là qui sont les plus relous, est-ce que je suis prêt à l'accepter quand même? Et si tu es prêt à l'accepter quand même, ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle, tu vois. Ça veut dire que le why est suffisamment puissant. Et donc, bah voilà, c'est se poser ces questions-là de est-ce que à ce moment-là, eh ben, le why sera suffisamment puissant pour me donner l'énergie de continuer à pousser, quoi. Mm. Mmh. C'est vraiment se projeter dans le quotidien de Ouais, ce que je fais, quoi, plutôt que se projeter dans le lundi matin où on va raconter aux collègues, quoi. ouais, franchement, tu vois, et ça me vient en parlant, hein, j'avoue que je m'étais pas forcément posé la question, mais euh, ces moments-là de visualisation et de me demander mon why, c'est de me demander, c'est vraiment 90%, je pense, c'est ça, c'est de penser aux moments les plus relous, les plus difficiles, et de se dire, ok, est-ce que même à ce moment-là, ça vaut le coup, ouais. Ouais, c'est vraiment ce moment-là, ouais. Mm. Ah ouais. Hyper inspirant. Ah, ça me fait du. J'entends une manière de réfléchir à ce que l'on fait et pourquoi on le fait que j'avais jamais entendu de cette manière-là. C'est Ah ouais, hyper rafraîchissant. Ouais, vraiment. avec plaisir. Et c'est trop bien parce que tu as mentionné Constance. Ouais, C'est trop bien parce que tu as mentionné Constance et c'était l'une des questions aussi que j'avais. Euh, du coup, tu as précisé qu'elle t'accompagnait et qu'elle était là dans tous tes défis. C'est quoi un peu le rôle qu'elle a, Constance, dans ta vie d'athlète extrême? ouais. Ben, en gros, déjà, enfin, elle Et m'accompagne et même moi, dans je ta vie en l'accompagne sur ses général, défis. d'ailleurs. Ouais. Ouais, trop Euh, bien. Ouais, ouais, donc exactement. Enfin, elle a le même, je pense qu'elle a le même rôle que moi j'ai pour elle. Là, il se trouve que dernièrement, j'ai peut-être fait un petit peu plus, mais elle se chauffe aussi sur certains défis. Tu vois, on est en train de regarder un petit peu de son côté. Là, on est en train d'étudier quelques pistes. Euh, donc, ouais, ouais, j'espère pouvoir lui, tu vois, et moi, c'est une énorme envie d'être autant présent pour elle que elle l'est pour moi. Euh, et sinon, je pense que euh, elle est beaucoup plus intuitive. Enfin, elle va plus suivre son instinct. Euh, Moi, je suis de nature quand même assez prudente. Euh, et donc, tu vois, pour par exemple devenir freelance, pour par exemple quitter mon taf parce qu'on a envie d'aller à l'étranger, pour je sais pas éventuelle van life à partir de septembre, etc. Ben c'est un énorme moteur et je pense que je mettrais 5 fois plus de temps à arriver au cheminement auquel j'arriverais si jamais j'avais pas conscience. Tu vois, c'est quand on se pose la question de est-ce qu'on a envie, oui, ben vas-y, pourquoi on le fait pas en fait. Tu vois, et tu vois, quand tu réfléchis à la transition, etc., que tu as envie de changer de métier, machin, j'ai des potes, franchement, ça fait 10 ans qu'ils me disent qu'ils veulent changer de métier. Depuis qu'ils sont sortis d'école de commerce, ils sont là, ouais, ouais, bah, je fais ça, mais c'est juste le temps de trouver un peu un truc, je mets un peu d'argent de côté, etc. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, et en toute honnêteté, je pense que dans 10 ans, ils y seront encore, tu vois. Donc, je pense que si j'avais pas constance, peut-être que j'aurais pas tenu 10 ans, mais j'aurais tenu facile 5 ans, tu vois, avant vraiment de me dire, ok, bah là, je suis au bout du rouleau et j'en peux plus. Euh, et donc, ouais, elle a cet avantage. Enfin, moi, elle m'apporte ça. Après, on a un équilibre de vie même au quotidien où elle préfère faire des trucs et moi d'autres, et donc on va un peu se compléter sur ça. Elle m'a vachement apporté en empathie parce que je suis pas du tout j'étais pas du tout quelqu'un d'empathique. Je pense, j'étais beaucoup plus dans le rationnel et aujourd'hui j'apprends encore à être empathique. Tu vois, elle m'émerveille vraiment par quand on est en petit groupe par exemple, par sa capacité à même au sein de, tu vois, ma bande de potes, leur faire parler de sujets vachement personnels, tu vois. Et moi, c'est un truc, enfin, j'ai pas forcément de tact ou de trucs comme ça, et donc du coup, quand je vais leur demander si mes potes ont des problèmes, je leur dis, ben, vas-y, est-ce que tu as des problèmes, tu vois,
et pour moi, s'ils me disent non, c'est qu'ils ont pas de problème. Et donc là, ben, voilà, j'essaye de percevoir un peu ces techniques, etc. Enfin, voilà, je pense qu'on se complète bien sur raison, empathie, enfin, ou logique, enfin, ouais, pas forcément logique, mais ouais, peut-être raison, je trouve pas trop le mot, mais et je suis beaucoup plus, je pense, pragmatique et terre à terre qu'elle. Donc voilà, on se complète sur ces trucs-là. Donc ouais, il y a probablement plein d'autres trucs auxquels je pense pas. Il y a 1000 idées qui me viennent comme ça, mais enfin, ouais, c'est sûr qu'elle m'a changé ma vie, quoi. Voilà. Ouais. Elle m'a permis, je pense qu'un un Peut-être dernier une... truc, elle m'a permis de croire dans les projets. C'est un petit peu ça qui résume, je pense, le truc. Et d'être le premier levier à chaque fois pour tu vois, me permettre d'y croire. Tu sais, il y a les personnes qui ont un peu cette confiance-là en allant vers les projets. Et je pense que sans ça, tu vois, même par exemple le premier Ironman, qui pour moi, je pense, a été un peu le premier déclencheur, je ne me le serais pas permis d'y croire. Et donc, ouais, on a besoin de s'entourer de ces personnes-là qui sont hyper motrices. Euh, on est un peu, tu sais, il y a ce truc de, on est le résultat des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Ben là, je pense que 90% du temps, je le passe avec Constance. Donc niveau maintenant moteur, ben on y va à fond, quoi. Hmm. Quelle joie, quelle belle paire. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Tu parlais tout à l'heure, c'est que tu te projettes un peu dans le quotidien de ton défi, et surtout des moments les plus relous. Est-ce que Mm, tu as une anecdote sur toutes les choses que tu as faites? Peut-être le moment le plus difficile ou le plus challengeant? J'imagine d'en avoir beaucoup. mm. Ouais, franchement, il y en a quand même pas mal, ouais. On pourrait Il faire y un en a podcast quand même juste, pas juste mal. aux anecdotes, mais Euh, Tu vois, allez, je réfléchis s'il n'y en a pas d'autres qui me marquent plus, mais ouais, je pense qu'en ultracyclisme, c'est peut-être ce qui me marque un peu le plus. Ouais, en ultracyclisme, en gros, c'est donc on va dire, c'est grosso modo comme le Tour de France. C'est ouais. Sauf qu'en fait, t'as pas d'étape. C'est une seule et même étape. Donc, tu vas faire, par exemple, 2500 bornes en commençant à Cannes et tu finis au Touquet. On part grosso modo ensemble et le premier qui arrive gagne, ou la première. Et donc, du coup, tu fais tes pauses pour manger, dormir, faire tes besoins, faire des courses, etc. Quand tu veux, mais chaque pause que tu fais, ben, en fait, est décomptée, quoi. Donc, quand tu fais le calcul rapidement, si quelqu'un fait du 25 km/h alors que toi tu fais du 23 km/h, la personne pour avoir 1 heure d'avance, elle va mettre 10 heures, tu vois, pour avoir ces 25 km là. Elle va mettre 10 heures, vu waouh. qu'elle a 2 km/h de différence. Alors que toi, si tu dors 1 heure en moins, juste ça, entre guillemets, et ben, tu as gagné, tu vois, ces 2 km/h plus tranquille. Donc quand tu fais le calcul, la réponse elle est toute simple, c'est dormir le moins possible. Et donc du coup, bah, tu es quand même dans des états de fatigue assez extrêmes puisque les courses, elles font 2500 bornes. Donc quand tu joues un petit peu la gagne, que ce soit côté mec ou côté fille, en général, ça dort, allez, le podium sur des courses de une semaine ou moins, ça va dormir peut-être moins de 1 heure et demie par jour. Et moi, par exemple, sur la Race Cross France, je dormais ouais, 1 heure et demie sur la nuit et après, je faisais peut-être une ou deux siestes le reste de la journée, tu vois, à 15 heures et à 17 heures parce que tu es complètement éclaté et que tu t'endors sur le vélo. Et du coup, vu que tu es dans un état vraiment de fatigue extrême, tes émotions, ben, tu as les plus grands hauts de ta vie et tu as les plus grands bas de ta vie. Il y en a qui disent que c'est un peu comme une drogue. Bon, j'avoue que sur ce côté-là, moi, je sais pas trop, mais ça, c'est peut-être un peu ça. Tu ressens vraiment tes plus grands moments de bonheur, mais aussi tes plus grands moments de tristesse, de désarroi, de désemparement, parce que tu te dis, mais là, je suis une merde, en fait, je suis incapable, je peux rien faire, etc. Alors que bon, bah, tu te rends pas compte, mais tu avances quand même à 25 km/h sur du faux plat montant. Mais juste, ouais, tu es en tel état de fatigue. Et pour donner un petit exemple concret, je fais pas trop gaffe, etc. parce que je suis un peu dans une sorte d'évape. Tu as énormément d'hallucinations aussi d'ailleurs. Donc, je sais pas,
t'as en fait tous les arbres le long de la route, t'as l'impression que c'est un peu des orques qui sont en train de te dire viens avec moi, Waouh. etc. T'as l'impression d'avoir des pingouins qui courent à côté de toi le long de la route. J'avais aussi une un hologramme de Jean-Luc Mélenchon en haut d'un col. Enfin, tu vois vraiment mais plein de conneries quoi. Et et dans ce niveau de fatigue, je me prends un mur à genre 30 km/h, je pète ma fourche. Et donc là, bah, tu te dis, en gros, la fourche, c'est la partie à l'avant du vélo qui tient ta roue avant, tu vois. Et là, Ok. c'était sur une course en Irlande. Tu es au milieu de nulle part en Irlande, tu casses ta fourche. Et là, tu te dis, bon, bah, franchement, ma course, elle est un peu finie. Mais en ultra, c'est un peu tout le temps, c'est vachement la débrouillardise. Donc, tu te dis, OK, hyper pragmatique. Quelles sont mes options? Tac, tac, tac. Je teste l'option 1, l'option 2, l'option 3, l'option 4. Et tu vois, au moment de monter dans le bus, en gros, de l'abandon, enfin, c'est-à-dire, si tu vois, je monte dans le bus pour rentrer à Dublin, là, je reçois un message: «OK, c'est bon, j'ai un gars qui, t'a trouvé une fourche, hop, ou au pire, il te file son vélo», tu vois? Et en gros, j'ai fini le reste de la course avec le vélo d'un Irlandais, tu vois, complètement inconnu. Et si tu veux, là, dans ces moments-là, enfin, j'étais à, je pense, 1 minute 30 de monter dans le bus, tu vois? Donc tu es vraiment sur l'échec, quoi. Voilà, clairement, tu t'es projeté dans l'échec. Tu dis, bah voilà, c'est une course, j'étais troisième, je finirai pas cette course. Bon, bah, j'ai été con, j'ai pas fait gaffe, etc. J'aurais dû plus dormir. Et là, en fait, bah, ta course, elle repart. Tu repars pour 3 jours d'aventure et de course. Et, et en plus, tu es sur un autre vélo, tu vois. Donc, ton vélo, il est plus loin. Et en fait, en ultra, tu prends plein de secousses dans les bras, enfin, dans les bras et dans les mains. Donc, tu perds la sensibilité sur tous tes doigts, quoi. Grosso modo, vu qu'en plus là il est plus long, donc t'es plus tendu dessus. Bref, euh, ce que ça m'apprend, c'est que tu as toujours, je vais pas dire tu as toujours une solution, parce que non, il y a des fois où ok, il y a vraiment plus de solution, mais euh, c'est un peu l'hyper pragmatisme. C'est ok, tu es face à une situation, faut juste être voilà pragmatique. Tu fais ce que tu peux, un peu toujours dans ce stoïcisme aussi. Quelles sont mes options? Qu'est-ce que je peux faire? T'essayes et puis franchement, si tu as fait tout ce que tu pouvais faire, ben voilà, t'as pas de regrets quoi. Et c'est comme ça, c'est la vie et puis tu passes à autre chose quoi. Donc c'est un peu cet ultra pragmatisme aussi, euh, toujours avec un mélange de stoïcisme quoi. J'imagine pas le. Enfin, l'ascenseur émotionnel du je suis sur le Ouais, point d'abandonner, puis je suis reparti pour 3 jours, quoi. Je sais pas. ouais, je pense que c'est parmi les plus beaux moments de ma vie, ouais, franchement. Ouais. Oh, magnifique. Guillaume, j'ai une dernière question pour toi. Tu disais que déjà en prépa, tu as eu cette réalisation, mais en fait, je suis heureux, je peux redonner au monde. Puis tu dégages aussi cette image d'un homme très stable, euh, très engagé, c'est hyper inspirant. Néanmoins, tu restes un homme, et Mm. j'imagine qu'il y a des sujets un peu plus personnels, des insécurités, des choses sur lesquelles tu es encore en train de travailler. Est-ce que tu pourrais nous offrir un peu un de tes sujets du moment de réflexion sur lequel tu travailles encore? Ouais, et ben, je bosse pas mal sur tous les sujets bah, liés au sexisme, liés à l'inclusivité, à ces trucs-là, tu vois. Je m'intéresse pas mal à ça. On en discute beaucoup avec Constance. Je pense que ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Je recommande vachement un podcast auquel j'en parle tout le temps à mes potes d'ailleurs, qui est Les couilles sur la table, euh, qui est vraiment hyper puissant pour un peu déconstruire ben, nos normes sociales qu'on a eues en tant que mec blanc privilégié. Voilà, pour déconstruire ça et essayer d'un peu rééquilibrer le truc comme on peut. Euh, et tu vois, je me fais fréquemment reprendre par Constance en disant ouais, tu dis beaucoup que tu es en train de progresser, etc. Mais quand c'est dans l'action, ben t'es pas à la hauteur, etc. Donc bah voilà, je remets les bouchées doubles dessus. Je fais plein de fautes et j'essaye de vachement m'améliorer dessus. Ça c'est un gros truc sur lesquels j'essaie de m'améliorer. Et après, sinon, tous les aspects, je pense. Euh, Vu qu'en plus je suis freelance, tu vois, il y a ce concept un peu de solopreneur et de faire en sorte que tu vois, toi en tant que Guillaume de Lustrac, tu deviens une entreprise.
Et donc où est-ce que tu investis, on va dire, ton chiffre d'affaires, est-ce que tu le mets dans du marketing, sur du personal branding? Est-ce que tu mets un truc? Moi, je vois que quand je suis bien personnellement, bah, je suis bien professionnellement aussi. Et donc, je sais que par exemple, dans notre couple, dans notre vie perso et même moi, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je t'en ai parlé avant aussi sur le côté empathie, je sais que sur la communication, je dois encore vachement progresser. Et c'est un truc, tu vois, c'est un truc un peu, je dirais même pas forcément soft skills parce que pour moi, c'est plus que du soft skills, c'est vraiment un peu une, ouais, enfin, je saurais même pas le décrire, mais en gros, bosser sur l'écoute de l'autre. Je pense qu'on est vachement dans une société de on parle, et pas forcément dans une société de l'écoute. En tout cas, surtout, je pense, chez les mecs, où voilà, on peut favoriser, etc. Donc, la relation s'infuse et de tout le temps parler. Je pense, écoutons un petit peu plus, apprenons à écouter, apprenons à être davantage empathique. Et ça, ces trucs-là, ben, on peut se dire oui, mais c'est bon, ok, je vais progresser dessus, et puis derrière on fait rien. Ben non, paye des cours, suis des vraies formations avec cours 1, cours 8. Enfin, fais mets-toi dans des vrais process comme ça. Prends-toi des gifs dans la gueule parce que ben ouais, si à partir du moment où tu acceptes de faire ça, ça veut dire que tu t'auto-mets une gifle parce que tu te dis ben non, en fait je suis pas assez bon sur ça, quoi, et je l'accepte et que je vais essayer de progresser dessus. Et je demanderai probablement pardon aux personnes que j'ai blessées, etc. Mais voilà, il y a ce travail d'acceptation à faire. Et je pense qu'en vrai, c'est un truc pour tout le reste de la vie. Tu vois, je le vois là, vu que je suis en transition, et j'essaye de me dire, putain, mais j'espère qu'à 60, 70 ans, 80 ans, je serai encore capable, tu vois, de me remettre en question, d'accepter et de changer. Parce que souvent, on dit que bah, voilà, peut-être les générations un peu plus vieilles ont plus de mal à changer. Et c'est un truc, mais je suis à deux doigts de me le tatouer, quoi, pour me faire un peu ce rappel de toujours accepte que tu peux avoir tort, et à te remettre en question, et à aller dans le sens de la société et pas dans le sens où tu as peur que toi, ta liberté individuelle soit attaquée, etc. Va vers le sens de la société, quoi. Mmh. Plein de sagesse. Merci Guillaume, à toi pour ce temps. C'était passionnant, c'est hyper riche. Et puis moi, je vais suivre de très près la suite de tes aventures. Ouais, merci beaucoup, Pierre, c'est hyper gentil. Super.